Vous l'avez compris à travers ces deux interventions, nous avons finalement, au cours de ces dernières années, travaillé pour relever trois défis qui se présentaient à nous, trois défis évidents. Le premier qui était celui du retour de l'innovation, du retour en force de l'innovation, et travailler sur la manière dont notre pays entend garantir aux patients un accès rapide à ces médicaments. Ça, c'était le premier grand défi. Le deuxième, c'était un défi autour de l'efficience des technologies de santé, car il n'y a pas que le médicament qui bouge, le numérique, le diagnostic, les progrès chirurgicaux bougent également, et il faut s'interroger avec urgence sur la capacité de notre système de soins à restituer les économies dégagées par ces innovations. Et troisième grand défi, celui de l'attractivité du pays, attractivité en panne, et comment considérer l'avenir d'un secteur aussi important que celui de la santé dans un pays qui ne retrouve pas sa croissance. Et ceci est d'autant plus important pour les efforts de recherche, vous l'avez compris tout à l'heure avec l'intervention de Philippe Barrois, mais aussi pour les efforts faits en production, production traditionnelle et production de biomédicaments. Et ceci implique mécaniquement, de la part des acteurs de santé, une rénovation profonde de leur approche. C'est ce que nous cessons de marteler depuis que nous nous rencontrons depuis plusieurs années, même nous avons commencé à le faire de façon peut-être plus structurée en début 2013. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en début 2013, lorsque j'ai démarré ma première mandature, j'ai souhaité que le LEM se dote d'une ligne politique qui ait des objectifs simples, lisibles. Et ces objectifs, en réalité, sont au nombre de deux. Le premier, c'était à travers cette ligne, de rétablir la dimension stratégique de nos entreprises pour encourager l'État à restaurer la cohérence et la prévisibilité des politiques publiques en matière industrielle, en matière de régulation économique, de santé publique. Et ça, c'était le premier grand objectif. Le deuxième, c'était de remettre la politique contractuelle au centre du jeu, et vous venez d'en avoir évidemment l'illustration. Ce qui fut dit fut fait. Nous avons commencé sans tarder, début 2013, à travailler sur ces deux grandes dimensions de la ligne politique. Nous l'avons fait à travers un certain nombre de véhicules, le CSIS, le CSF, qui ont été ici deux véhicules majeurs pour porter les priorités dont nous venons de parler, l'innovation, la lisibilité, l'attractivité, et puis la compétitivité également de notre pays. Et puis le CSF qui a poursuivi ses travaux, et nous avons d'ailleurs, je tiens à le mentionner ici, avec Marc de Garidel, mis en place une gouvernance commune de la part des industriels pour faciliter l'interface entre ces deux grandes instances, permettre l'éviction de redondance, faciliter la cohérence des mesures et renforcer la politique publique à travers les rendez-vous du CSIS et du CSF. Ce fut fait également avec la création du comité d'interface avec l'interministériel pour la préparation des PLFSS. Et c'est là que nous avons proposé, souvenez-vous, de changer de logiciel et de dire arrêtez cette politique comptable budgétaire enveloppe fermée, introduisons dès maintenant un certain nombre de réformes structurelles pour libérer une manne et faire en sorte que l'innovation trouve sa place et trouve ses rendements. Et puis nous l'avons fait également, deuxième objectif, à travers la refondation de l'accord cadre, et vous avez vu que cet objectif fut atteint pas plus tard que la semaine dernière. Tous ces efforts ont porté un certain nombre de mesures. Refondation de l'accord cadre, c'est fait. Nous avons introduit également dans la loi de finances un certain nombre de mesures structurelles, malheureusement trop peu nombreuses. Et nous regrettons de ne pas avoir été écoutés à la hauteur du nombre de propositions que nous avons faites. Si ces solutions structurelles n'ont pas été retenues pour un certain nombre d'entre elles, c'est parce que l'État est prisonnier de sa propre vision. Il est prisonnier de sa vision comptable. Il est prisonnier de son PLFSS annuel, cette vision court-termiste, avec uniquement des enjeux budgétaires, et il est prisonnier de son système à enveloppe fermée, dans lequel il est impossible de faire entrer la moindre réforme de structure, par définition, puisqu'elles ont des rendements qui dépassent largement le cadre d'un PLFSS annuel. Et cette politique budgétaire, elle est profondément incompatible avec le financement de notre système de soins, qui est en pleine mutation. Profondément incompatible. On ne peut pas à la fois espérer avoir les rendements du progrès et en même temps garder comme système de régulation un système qui a 30 ans. Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le seul choix qui est sans alternative auquel on est confronté? Eh bien, c'est le rabot. Puisqu'il faut faire des économies, rabotons. Et
tout le monde est au rabot. Les industriels du médicament ont le triste privilège d'être premiers sur le podium. 50% de contribution au redressement des comptes pour 15% du poids dans l'ONDAM. Mais les autres ont suivi, mécaniquement. Ils n'y croyaient pas d'ailleurs, mais ils sont embarqués. Les hôpitaux, les médecins, les pharmaciens, les autres industries, bref, on rabote partout. Alors que faudrait-il faire? C'est ce que nous disons et nous ne cessons de dire. Il faut traiter l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est l'absence de réforme profonde de notre système de soins, c'est l'absence d'une vraie politique capable d'intégrer le progrès thérapeutique, c'est l'absence d'une vraie réflexion sur la soutenabilité à long terme du financement de la sécurité sociale. C'est pourquoi, avec le conseil d'administration, le LEM a décidé, cette année, de recentrer nos objectifs autour de l'essentiel. Parce qu'il y a un moment, quand les choses sont à ce point critiques, il s'agit de ne pas se disperser et d'être concentré sur l'essentiel. 4 priorités seront définies pour les 2 ans à venir. 4 priorités. La première, vous l'avez entendu, c'est promouvoir l'innovation autour de l'accès aux patients, de l'évaluation et de son financement. On l'a vu avec Philippe Barrois, l'innovation, c'est d'abord, et je martèle ça sans cesse, une chance pour le malade, une chance de guérison. Nous l'avons vu avec les produits sur l'hépatite. Une chance de retour à l'autonomie, une chance de réintégration sociale, une chance de qualité de vie. Cette chance a une valeur. Mais c'est aussi alléger et simplifier le parcours de soins. C'est pourquoi le LEM doit être force de proposition sur les 4 enjeux qui drivent le retour de l'innovation. Premier enjeu, c'est l'accès rapide. Il n'y a aucune raison pour que dans un pays comme la France, les patients attendent plus longtemps que les autres pour bénéficier de ces innovations. Il faut donc encourager la mise sous ATU des produits les plus innovants. Il faut travailler sur les délais administratifs, ce que nous faisons. Il faut veiller à l'équité sociale de l'accès à ces innovations, en commençant par éviter les mesures qui détruisent cette équité. Je pense à la remise en question des produits en liste en sus pour les ASMR 5 et 4. Quelle absurdité! Faire ça sans se poser la question des conséquences sur la répartition territoriale de ces innovations, mais c'est griller une étape qui est essentielle. Il faut donc, quand on réfléchit à ce type de réévaluation, penser aux conséquences. Nous l'avons redit, et je l'ai redit pas plus tard que cette semaine à la ministre. Moderniser le système d'évaluation, deuxième enjeu. On ne peut pas continuer avec un système d'évaluation à la commission de transparence qui était fait pour des molécules allopathiques traditionnelles, chimiques, telles qu'on les voyait il y a 20 ans, alors qu'on voit à l'arrivée les biomédicaments, les biomarqueurs compagnons, les produits qui n'ont pas nécessairement de comparateur direct, les produits qui s'inscrivent dans une stratégie thérapeutique globale, etc., etc. Le rapport Polton, d'ailleurs, est éloquent. Il dit des choses que le LEM disait déjà il y a 5 ans. Vous voyez, peut-être que nous étions quelque part prédicteurs, mais on a été aussi consultés. C'est peut-être pour ça aussi que les choses s'y retrouvent. Mais le rapport Polton, il dit quoi? Il dit, qu'il faut revoir effectivement la grille qui permette de jauger finalement l'amélioration du service dans ce contexte nouveau. Et puis il dit une chose essentielle que nous disons depuis longtemps, il dit arrêtez avec ce SMR qui est une refonte de l'AMM. Le SMR, c'est quoi? C'est d'abord la gravité de la pathologie, c'est ça. C'est une politique de santé publique, le SMR, d'abord et avant tout. Bref, dans ce rapport, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous appuyer pour encourager, dans le dialogue singulier que nous avons avec l'HAS, la refonte du système d'évaluation pour ces innovations. Troisième enjeu, l'évaluation du prix. Philippe Barrois en a parlé. Mais encore une fois, il n'y a pas de sujet du prix d'innovation sans rappeler d'abord que la première valeur de l'innovation, c'est sa valeur intrinsèque. C'est le bénéfice pour le malade, ce que donne d'ailleurs le niveau d'ASMR. Et tous ceux qui ont des idées géniales du genre « on n'a qu'à laisser ça de côté et on n'a qu'à fixer le prix sur le coût de production », franchement, il faut qu'ils apprennent ce que c'est que l'innovation. Donc, la valeur intrinsèque, ça doit être un élément majeur. Et ensuite, il faut cadrer, effectivement, car le prix d'innovation, comme je dis souvent, c'est un sujet, et nous devons nous en emparer. Nous devons être, de ce point de vue, responsables et actifs sur le cadrage du prix de l'innovation. C'est le sujet de la médico-économie, c'est le sujet des mécanismes conventionnels qu'a expliqué Philippe Cheng, c'est la garantie de prix européen, pas sans condition, garantie de prix européen sous réserve que les
méthodes médico-économiques sont évaluables, montrent l'efficience du produit. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'un produit tant décrié dans l'hépatite C était jugé par la CESP comme efficient, pour ceux qui l'auraient oublié. Et puis, les mesures d'impact budgétaire, qui permettent quelque part de connaître quelle est la trésorerie qu'il faut fournir pour financer ces innovations. Tout cela, nous l'avons encouragé, nous l'avons rédigé, nous l'avons clarifié. Et le travail n'est pas fini, j'y reviendrai. Et puis, il y a enfin l'intégration de la big data, des solutions numériques, des biomarqueurs compagnons, dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est la prédictibilité de l'efficience de ces produits. Et c'est là où on retrouve la légitimité des fameux contrats de performance. Car dès lors que vous introduisez de la prédictibilité, de la sécurité dans la prévision, le contrat de performance devient quelque part assez naturel. Donc vous voyez les enjeux qui sont considérables au niveau de ces 4 dimensions. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite que le LEM intègre mieux la notion des services autour des produits, valorise les nouvelles technologies et les dispositifs, décloisonne quelque part son compartiment médicamenteux pour s'ouvrir au reste. Et ça, nous devons le faire avec nos partenaires de la FEFIS, avec le MEDEF, pour avoir une approche globale des enjeux industriels, sociaux et politiques de l'activité. Et ça sera un des grands objectifs de cette année. L'innovation, c'est aussi la recherche, on en a parlé. Ça pose la question de la compétitivité et de l'attractivité. C'est une question que nous avons clairement posée à travers le CSIS. Et nous voulons renforcer, là encore, nos partenariats publics-privés avec l'ARIS, avec les partenariats avec les grands instituts, avec les rencontres internationales de recherche. Nous voulons travailler aussi avec les grandes vitrines, si je puis dire, de l'industrie du médicament. Je pense aux maladies rares, que l'on oublie parfois, mais sur lesquelles nous avons un savoir-faire, sur lesquelles nous avons un véritable drive, comme on dit. Les biomédicaments, sur lesquels on ne doit pas être en retard, on est en train de se faire distancer. Nous devons rattraper ce retard pour être un pays d'excellence. Les vaccins, tiens, les vaccins. Voilà une belle idée que de faire un grand rassemblement autour de la question des vaccins pour se poser subitement la question de savoir est-ce que les vaccins sont des bonnes choses. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Qui pourrait dire le contraire à part M. Joyeux, c'est ça? Mais quelle ineptie que d'imaginer une seule seconde qu'une politique de prévention de maladies endémiques puisse être nocive. Ça n'a pas de sens. Alors il y a un sujet autour des vaccins. Mais posons les bons sujets. Un, c'est la question de la politique vaccinale dans ce pays. Est-ce qu'on est capable de déterminer clairement sur quoi on veut prévenir les maladies pour nos concitoyens? Deux, c'est d'harmoniser ça avec les autres pays européens. Ça me paraît essentiel. Il n'y a pas de raison que la France soit une espèce d'exception endémique ou virale ou autre par rapport à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, voire les États-Unis. Et troisièmement, c'est de définir un rapport clair entre l'offre et la demande. Parce qu'on dit, oui, mais les industriels ne fournissent pas les vaccins. Il y a des ruptures. Mais attendez, il y a rupture s'il n'y a pas de lisibilité. Il y a rupture s'il n'y a pas de compréhension de où sont les besoins, à quel moment. Vous imaginez quand même pas qu'on peut bricoler comme ça sur les chaînes de production des vaccins ce qu'on veut au moment où on veut. D'abord, il y a des périodes particulières, endémiques, pendant lesquelles les chaînes de production doivent se consacrer à sortir les vaccins contre la grippe, vaccins avant l'été contre certaines maladies pour les voyageurs qui se rendent à l'étranger, etc. Et puis, la demande industrielle, elle n'est pas franco-franchouillarde. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que 80% des vaccins sont produits en Europe, pour le monde entier, que l'Allemagne et la France sont les 2 leaders de la production, et qu'ils doivent produire pour tout le monde. Il est donc assez logique que les chaînes de production se calent sur le plus grand dénominateur commun, d'où la logique d'ailleurs des vaccins pentavalents et hexavalents. Tout ça a une logique. Si on veut éviter ce risque, et la ministre a tout à fait raison de souhaiter l'éviter, ce n'est pas en sanctionnant les industriels, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas en brandissant une menace, c'est en se mettant ensemble autour de la table pour comprendre quelle est la meilleure façon de faire une adaptation entre 2 choses très simples, la demande et l'offre. C'est tout. Et ça, cette réunion que la ministre appelle de ses voeux, doit permettre, pour peu qu'on nous convie à la table, de clarifier ce problème. C'était une parenthèse sur les vaccins, mais comme c'est un sujet d'actualité, je tenais à le dire ici. Notre deuxième grande priorité, ça sera de promouvoir donc une politique industrielle et de recherche qui est fondée sur une régulation équitable et sur une fiscalité incitative. Nous avons souhaité que le Conseil remette, là encore, en avant la politique industrielle et la politique de recherche comme un élément déterminant de notre secteur. La question de la production, elle est double. Ce n'est pas une question unique. C'est la nécessité d'abord de maintenir en France un outil de production chimique, compétitif et performant, guidé par un grand principe auquel je serai particulièrement attaché avec le Conseil cette année, celui de la qualité.
celui de la qualité. Nous devons rester en production traditionnelle un pays d'excellence. Au-delà des emplois, 40 000 emplois qui sont dans cette production, il y a derrière quelque chose d'extrêmement important, c'est aussi la question de l'indépendance sanitaire. Perdre nos usines en France, c'est perdre l'indépendance sanitaire. Et ça n'est, de mon point de vue, pas acceptable. Il faut donc clairement lutter contre l'instabilité des décisions politiques et administratives, avoir des politiques fiscales incitatives, et c'est la raison pour laquelle on a remis à nouveau dans le CSIS et dans le CSF un certain nombre de mesures, dont une que vous retrouvez dans l'accord cadre, et pas des moindres, c'est la garantie de stabilité de prix pour les investissements en production. Et puis évidemment, pour les produits à prix les plus bas, il y a un moment, quand vous rentrez dans l'os, eh bien vous attaquez finalement les marges qui sont nécessaires à garantir la qualité et les normes de production, notamment je pense aux génériqueurs, et il faut être de ce point de vue très clair, il y a un moment, à force de baisser les prix, eh bien vous menacez clairement l'outil de production français. Mais le deuxième sujet derrière la production, c'est d'attirer les investissements pour la création des nouveaux sites de production, ceux qui vont s'occuper de la médecine du vivant, de la médecine régénérative, des biomédicaments, des biosimilaires. Il est absolument incroyable que la France prenne petit à petit du retard par rapport notamment aux États-Unis, simplement parce qu'on n'est pas foutu de trouver une politique incitative et attractive à ces nouvelles molécules et à ces nouveaux types de thérapies. Alors qu'on a tous les moyens, on a toute la science, on a toute la qualité des hommes, on a toute la qualité de la recherche, du tissu hospitalier, des experts pour être un des leaders dans ce domaine. Il faut donc que le CSIS, là encore, porte un intérêt tout particulier à une politique d'attractivité sur les nouvelles thérapies. Et je me réjouis que le CSIS et le CSF puissent se dérouler d'ici au printemps sous l'égide du Premier ministre, car c'est là un message qu'il recevra de la façon la plus claire. La question de la recherche est aussi une question de paradigme. Nos interlocuteurs, les parlementaires qui s'intéressent tant à ce sujet, doivent comprendre que ça a juste complètement changé, que ce n'est pas du tout les molécules qu'ils ont connues il y a 20 ans, et que finalement ce paradigme change fondamentalement l'approche que nous devons avoir de l'innovation. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, parmi les 6 groupes transverses qui ont été créés dans la nouvelle organisation du LEM, que l'un d'entre eux, sans tarder, s'attelle à poser dans le même chapitre la question des moyens nécessaires à la compétitivité de notre recherche sur ces nouvelles thérapies, la question de l'évaluation de la place de ces nouveaux médicaments et la question sensible du prix de l'innovation. En d'autres termes, il y aura de façon prioritaire des administrateurs et des permanents du LEM qui vont s'atteler à fonder le chapitre qui prend l'ensemble de la chaîne de valeur de cette innovation, depuis la recherche jusqu'à la valorisation de son prix. Et c'est pour moi un chantier tout à fait prioritaire, car je vous l'ai dit, je ne crois pas raisonnable de considérer que, sous prétexte que nous avons re-signé l'accord cadre, la question de la prix de l'innovation est derrière nous. Il est toujours là. Nous devons également, troisième grande priorité, mobiliser notre secteur autour des enjeux de réputation. Pourquoi ? Pourquoi, tout d'un coup, le conseil d'administration, son président, s'intéresse-t-il à nouveau, comme ça, aux questions réputationnelles ? Or, d'aucuns diront, c'est parce qu'ils ont été un peu attaqués, c'est parce qu'on les a un peu bousculés. Peut-être, mais en réalité, la motivation est autre. C'est que, pour moi, il est absolument incroyable que nous n'ayons pas une mise en cohérence entre la valeur de ce que nous produisons, qui est plébiscité par les Français, le médicament, plus de 80% d'adhésion et de satisfaction par rapport aux médicaments, et la valeur de ce que nous sommes, ou la perception de ce que nous sommes. Il y a quelque part une inadéquation entre les deux. Et cette incohérence n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable pour les 100 000 femmes et hommes qui travaillent pour les industries de médicaments, qui ont fait un choix professionnel, mais un choix de conviction, un choix personnel, un choix d'engagement. Elle n'est pas acceptable pour les malades, qui doivent avoir confiance aussi bien dans le médicament que dans ceux qui les produisent. Elle n'est pas acceptable pour nous. Elle n'est pas acceptable pour nous. Et elle doit être sujet de remise en question, sujet de progrès, sujet de qualité, mais elle doit être aussi un sujet de communication. Et cette cohérence, elle est nécessaire pour légitimer pleinement notre place en tant qu'acteur de santé, notamment dans une vision holistique d'une nécessaire réforme de notre système de soins. Et c'est pourquoi j'ai souhaité que la question réputationnelle soit mise au rang des top priorités de cette année, en travaillant sur 3 piliers. Le premier, c'est nos pratiques, nos comportements, dans une démarche d'anticipation des attentes
des acteurs de santé et de la société, une communication autour d'un positionnement clair, lisible, supportant les piliers de nos actions et montrant le vrai visage du médicament, ce visage humaniste que je veux appeler de mes voeux, reconnaissant la valeur des hommes, les missions, les produits, et puis une politique RSE volontaire, assumée et cohérente avec le reste. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé, je le remercie d'avoir été présent aujourd'hui, à Grégoire Moutel, président du CODEM, de se charger d'un rapport qu'il aura à produire avec ses membres du CODEM, qui comprend en gros deux volets. Un premier volet analytique pour comprendre les drivers de cette réputation et comprendre, le cas échéant, l'incohérence qu'il peut y avoir entre les valeurs de ce que nous produisons et la réputation sectorielle. Et un deuxième volet dans lequel, bien évidemment, il sera le bienvenu à nous faire des propositions et des recommandations en ce qui concerne l'adaptation de nos pratiques et de nos comportements par rapport aux attentes de la société. Et dans le même temps, Éric Debranche et ses équipes travailleront sur les aspects de communication pour effectivement avoir un alignement parfait entre ce sujet et ce que nous voulons montrer de notre métier. Voilà ces trois grandes priorités. Et la quatrième, eh bien, elle est celle que j'ai annoncée en premier, c'est celle du changement de logiciel, parce que tout ça n'est possible que si le logiciel de notre système de soins change. Il est à un tournant majeur de son existence, vous l'avez compris. Mais les changements, avec une croissance annuelle qui ne va pas dépasser 1,5%, un chômage qui piétine à 10%, un tendanciel de croissance des dépenses de santé, dans lequel la DSS d'ailleurs ne conteste pas le chiffre, au moins 5%. D'accord ? Une gestion comptable enveloppe fermée, nous l'avons dit, régulée à 1 an, essayons de ne pas voir trop loin, pas de financement pérenne des besoins de santé et de l'innovation introduit dans ce système, et donc une politique de rabot pour tout le monde, j'en ai parlé, les hôpitaux, les médecins, les pharmacies, les autres professionnels de santé, les autres industries, et au bout du bout, celui qui est pénalisé, c'est le patient. Triste privilège de l'industriel du médicament, je vous l'ai dit, il contribue pour le plus, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs de santé sont dans le même constat et dans le même désespoir. Nous avons proposé, au cours des 2 années, des solutions. Chacun y est allé de sa petite clé. Vous savez, derrière cette porte fermée de réformes structurelles, chacun avait sa clé dans sa poche. Alors, le conseil d'administration du LEM en premier, mais les médecins, les pharmaciens, tout le monde avait sa clé, fouillait, en disant « j'ai la clé qui ouvre la porte, bouge pas, je vais l'essayer ». Et puis la clé n'ouvrait rien. Et la raison est très simple, c'est quand vous penchez un peu plus près de la porte, vous apercevez que la porte n'a pas de serrure. C'est la raison pour laquelle les clés ne rentrent pas dedans. Il faut donc, quelque part, démonter cette porte pour ouvrir à des perspectives de réforme structurelle. Et il ne faut pas que chacun essaye sa petite clé, mais il faut que nous nous rassemblions autour de ce grand objectif. Le temps est donc venu de proposer autre chose, un autre modèle, capable de donner une chance à cette médecine moderne d'exister, d'être performante et d'être exemplaire. Le LEM a fait le choix, et je l'ai proposé au conseil d'administration, de proposer aux politiques une vraie politique autour d'un grand objectif qui pourrait être la réforme structurelle de notre système de soins pour une excellence de la médecine française bénéficiant à tous. Ce projet, je souhaite que nous ne le portions pas seuls. Je souhaite qu'il soit élaboré autour d'une approche collective. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé récemment à un grand rassemblement de tous les acteurs de santé, des associations de patients, autour d'une réflexion commune que nous pourrions proposer à l'aube d'une nouvelle élection à la présidence de la République, en tout cas à ceux qui briguent ce mandat suprême, pour les inciter à prendre au moins, sinon les mesures, les engagements de travailler sur un certain nombre de sujets. Nous en avons identifié 4 que nous pourrions proposer aux personnes qui voudront bien nous rejoindre dans cette action. Le premier, c'est de mettre le patient au centre de l'organisation de soins. C'est toute la question du parcours de soins. Mais attention, parcours de soins, ce n'est pas de l'art pour l'art. Parcours de soins, c'est aussi repenser peut-être le modèle de financement à travers le parcours de soins. Définir un nouveau modèle de financement en s'appuyant sur les nouvelles missions des acteurs de santé, sur les solutions numériques. Ça pourrait être structurer les soins en réseau, penser le maillage, y compris le maillage hospitalier, penser la délégation de tâches, le partage de données, les plateformes d'information, les maisons de santé, la télémédecine. Que de chance pour repenser notre système. Et l'innovation technologique, bien sûr, pas que médicamenteuse. L'adaptation de ces structures
aux innovations doit être intégré dans un plan. D'ailleurs, pas un plan qui sera PLFSS, pas possible. Un plan quinquennal, à minima, si l'on veut donner les rendements de ces progrès. Et donc, sur le plan économique, les engagements devront être la modification du système par l'introduction d'un plan quinquennal à enveloppe globale, permettant d'introduire ces réformes structurelles, d'avoir les rendements du progrès et de dégager les bénéfices long terme pour l'assurance maladie. Je crois que nous pouvons réunir tous les acteurs autour de ces grands engagements. Je crois qu'à l'instar de ce qui fut fait il y a quelques années pour une élection présidentielle dans le domaine de l'écologie par un homme qui a été assez populaire à cette époque-là, on peut très bien avoir 5-6 engagements majeurs aux politiques en disant « ça, il faut que vous en occupiez. Il y a urgence, parce que sinon c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui paieront le tribut de l'absence de réforme et qui ne bénéficieront pas de ces progrès et de ces innovations. » Et là, il y a un moment, il faut interpeller, en les mettant face à la réalité de ce qui est en train de se produire. Pas la médecine de demain, non, elle est déjà là. Elle est déjà là. Rassembler ces acteurs, je vais m'y employer dès les jours qui viennent, avec les permanents du LEM et un certain nombre d'administrateurs. Je les consulterai et je leur proposerai de faire, quelque part, ce programme d'engagement commun que nous pourrions proposer d'ici à l'automne prochain. Par ailleurs, le LEM élaborera une plateforme pour 2017. Nous avons commencé à y travailler. Et je peux vous annoncer que la prochaine édition de Pharmacité, qui aura lieu à l'automne de cette année, aura comme thème précisément les enjeux de réforme de santé publique, avec, je l'espère, la participation de ceux qui briguent le pouvoir dans ce pays. D'ici là, on continuera à baser la défense de nos idées sur des bases rationnelles, objectives, transparentes, fondées sur le dialogue avec l'État. C'est en tout cas la philosophie que je veux toujours prôner. C'est la meilleure façon d'avoir un débat honnête avec nos interlocuteurs, préparer l'avenir et puis faire savoir ce que nous faisons, communiquer. C'est ce que nous avons voulu faire ici aujourd'hui avec vous. Je vous remercie.